S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Marie-Antoinette n'a bien sûr jamais prononcé ces mots, et d'ailleurs le film de Sofia Coppola met bien à mal ce cliché. Et pourtant, cette œuvre cinématographique est bien un film historique, non historique. Vous l'aurez donc compris, notre propos d'aujourd'hui se concentre sur l'œuvre cinématographique Marie-Antoinette de Sofia Coppola, œuvre américaine, sortie en salle en 2006. Et comme pour les films précédents, l'objectif est bien de voir comment le cinéma va s'emparer d'une figure historique aussi controversée que la dernière reine de France, pour transmettre, véhiculer l'image cliché et populaire qu'on peut avoir de ce personnage historique, ou au contraire revenir sur tous ces préjugés pour donner une image soit beaucoup plus nuancée ou beaucoup plus relative. Sofia Coppola est la fille du célèbre réalisateur Francis Ford Coppola, et avant de tourner Marie-Antoinette, elle a déjà adapté le roman Virgin Suicide en 1999, pour lequel elle remporte le MTV Award de la meilleure cinéaste débutante. Et puis en 2003, elle signe Lost in Translation, grâce auquel elle gagne 3 Golden Globes, dont celui du meilleur scénario et l'Oscar du meilleur scénario. Donc en 2006, ce n'est plus une réalisatrice novice, et Marie-Antoinette, présentée à Cannes pour la première fois, est un des films les plus attendus de la Croisette. Ce qui décide Sofia Coppola à réaliser un biopic sur Marie-Antoinette, c'est la fascination qu'a la réalisatrice pour l'idée qu'une jeune fille de 14 ans puisse devenir aussi brutalement et soudainement reine de France. Sofia Coppola est également fascinée par le XVIIIe siècle français et la vie de cour à Versailles. Et afin de donner plus de vérité à son propos et pour se documenter sur ce XVIIIe siècle, Sofia Coppola fait ses recherches dans le livre d'Antonia Fraser, Marie-Antoinette, publié en 2001. Le film transplante davantage l'image d'une femme contemporaine dans le XVIIIe siècle et la couleur est annoncée dès l'ouverture avec la musique Hong Kong Garden du groupe rock Siouxsie and the Banshees. Durant les 2 heures de visionnage, on sent bien l'atmosphère à l'eau de rose que dégage le film, qui cultive l'image ultra glamour, sensuelle et frivole de Marie-Antoinette. Et d'ailleurs, la première photographie que Sofia Coppola donne à voir de son personnage est celle d'une reine nonchalante, à moitié nue allongée sur un canapé, coiffée d'une grande perruque à plumes et entourée de pâtisseries. Cette première image de la reine dans le film n'est pas anodine, puisque Sofia Coppola inscrit dans la tête du spectateur l'image qu'elle veut que celui-ci ait de Marie-Antoinette, qui est conforme à l'image populaire liée à cette reine de France. Et il s'agit d'ailleurs d'un clin d'œil à une photographie de Guy Bourdin, un photographe de mode avec un style décalé et provocateur qui chérit les thèmes liés au sexe et à la violence. Marie-Antoinette arrive comme une conclusion d'une trilogie commencée avec The Virgin Suicide, continue avec Lost in Translation, et constitue une ode à l'adolescente éternelle puisque la reine est portraiturée comme complètement désintéressée de la politique, superficielle au possible, elle accumule les belles toilettes, les bijoux, les parures, elle révolutionne même la loi de la gravité capillaire et elle dépense sans compter. Marie-Antoinette est montrée comme recherchant constamment le plaisir et le divertissement par les fêtes, les feux d'artifice, l'alcool, elle cumule les nuits blanches, elle se console de son mariage malheureux dans les bras de Fersen, alors que la nature de leur relation ne soit pas confirmée par les historiens. On peut déceler la volonté de Sofia Coppola de faire un parallèle entre Marie-Antoinette et Lady Diana, puisque ces 2 femmes n'avaient pas du tout les mêmes intérêts que leur mari, elles ne les avaient presque pas vues ou jamais vues avant le mariage. Toutes les 2 ont été les femmes les plus épiées de l'Europe et ont essayé de casser avec les codes de la monarchie traditionnelle. Ainsi, on sent toute l'empathie de Sofia Coppola pour son personnage, puisqu'elle montre Marie-Antoinette débarquant dans un monde qu'elle ne comprend pas. Tout cela est ridicule. Tout cela, madame, c'est Versailles. Au sein de plusieurs scènes, elle est présentée seule, face à un destin qui lui échappe ou qu'elle n'arrive pas à mener à bien. On ressent sur elle toute la pression de la cour, la pression de sa mère et la pression du peuple, donc la frivolité est son unique échappatoire. Sofia Coppola a voulu montrer toute l'empathie qu'elle a pour cette dernière reine de France
Et même si on peut dire que ça part d'une bonne intention, eh bien tous les clichés concernant Marie-Antoinette sont réinvestis dans le film, ce qui fait qu'on ne peut qu'être agacé par le comportement de Marie-Antoinette. Et le film est aux antipodes de ses volontés puisque va contribuer à véhiculer une image négative de la dernière reine de France. Ce film ne peut pas s'analyser sans l'avis de la grande spécialiste de Marie-Antoinette, Evelyne Levé, que Sofia Coppola avait pourtant consultée. En effet, Sofia Coppola contacte l'historienne, alors auteure d'une biographie de Marie-Antoinette pour le public anglo-saxon, intitulée The Last Queen of France, publiée en 2000, mais Sofia Coppola a finalement renoncé à l'aide de l'historienne et l'a évincée du projet. Un regard amateur pourrait se laisser duper et penser que Marie-Antoinette de Sofia Coppola est bien un film historique qui respecte la réalité, en témoignent les costumes et les décors, hormis le mobilier Louis XVI. Mais c'est bien un film anti-historique qui transmet et véhicule vraiment l'histoire d'une jeune fille du XXIe siècle, enfant gâtée, des pays riches, en totale indifférence avec les pays du tiers-monde. Le problème du film de Sofia Coppola est qu'il montre une reine dont le portrait n'évolue pas, alors que Marie-Antoinette est bien différente en 1770 et en 1789. On ne voit qu'une nouvelle, ingénue, perdue dans un environnement inconnu. La reconstitution du couple Louis XVI-Marie-Antoinette est également très mauvaise, puisqu'ils sont montrés sans aucune noblesse. Louis XVI est un bonnet qui ne pense qu'à chasser, et Marie-Antoinette passe son temps à s'enivrer et à faire les fêtes sur une musique des années 80. Marie-Antoinette a bien été une femme frivole, mais pas que, elle a évolué, à chercher l'amitié, l'amour sincère de ses sujets et de son mari. Elle ne passait pas sa vie à boire du champagne et à manger des gâteaux et des macarons, donc Sofia Coppola aurait très bien pu accentuer la relation sincère qu'elle a eue avec la duchesse de Polignac, uniquement montrée ici comme incitant Marie-Antoinette à la débauche, ou Sofia Coppola aurait également pu montrer le rôle politique de Marie-Antoinette qui, par exemple, en 1788, fait rappeler Necker au pouvoir. Le problème que pose ce film n'est alors pas tant la simplification de la réalité historique. Un film de 2 heures ne peut bien sûr pas retranscrire toutes les problématiques d'une vie peuplée de concepts historiques, mais le problème est que Sofia Coppola n'approche pas du tout l'esprit du XVIIIe siècle, son film sonne faux, on voit même la reine murmurer un léger « hello » dans la galerie des glaces, ce qui est impensable, le contrat de mariage est d'ailleurs écrit en anglais. Et enfin, la popularité de Marie-Antoinette s'explique par l'émotion que suscite son destin tragique dans la mémoire collective. Or, la Marie-Antoinette de Sofia Coppola n'émeut pas du tout. Le réinvestissement des clichés non démontés entraîne même un agacement vis-à-vis de la reine. Grâce à Erwan Cadoret, docteur en études cinématographiques et audiovisuelles, nous avons bien dégagé 4 formes d'adaptation possible de l'histoire au cinéma, qui vont permettre ainsi de comprendre la visée de tel ou tel film historique. Et en premier temps, Alexandre et Marie-Antoinette fonctionnent comme l'histoire à la manière d'une métaphore. Pourquoi Alexandre ? Parce que ce péplum sur une épopée du IVe siècle avant Jésus-Christ fonctionne pour Oliver Stone comme un prétexte afin de critiquer l'action du président George Bush dans le contexte de la guerre d'Irak. Sofia Coppola, quant à elle, avec Marie-Antoinette, utilise l'histoire de la dernière reine de France jusqu'à la Révolution française pour dépeindre les préoccupations d'une adolescente des pays riches dans son cheminement vers l'âge adulte pour la découverte de soi. Ensuite, le seul film qui s'apparente au relativisme historique au cinéma est Alexandre, dans la mesure où il raconte une partie inconnue de l'histoire de ce roi pour déconstruire sa légende. En troisième, Cléopâtre, L'homme au masque de fer et Marie-Antoinette s'inscrivent aussi dans la thématique de l'histoire comme décor. Cléopâtre tout d'abord, puisque le budget et la mise en scène existent pour mettre en valeur les décors et les costumes. L'histoire de Cléopâtre est juste un prétexte pour construire des décors spectaculaires. L'homme au masque de fer, quant à lui, est déjà adapté d'un livre historiquement faux pour, à l'écran, établir un cocktail d'action sur fond de manichéisme, opposant un roi cruel et égoïste au mousquetaire justicier. Enfin, Marie-Antoinette
par l'omniprésence des anachronismes visuels, musicaux et sociaux pour éblouir le spectateur afin qu'il se retrouve dans le tourbillon des fastes dans lequel la reine se complaît. Et enfin, à nouveau, nous retrouvons Alexandre et Cléopâtre, partageant l'idée du cinéma comme une reconstitution historique. Alexandre tout d'abord, par les décors et la mise en scène réaliste, notamment les scènes de combat, et Cléopâtre, qui suit la trame de la vie de la reine du début à la fin sans inventer d'événements. Dans ce corpus, les films les plus clichés sont Cléopâtre, L'homme au masque de fer et Marie-Antoinette, car ils se confortent dans la perception et dans la compréhension majoritaire de la figure royale selon une époque donnée. Par exemple, Cléopâtre est incarnée par un des canons de beauté du Golden Age hollywoodien, Elizabeth Taylor, qui accrédite l'image de la dernière reine d'Égypte comme une femme fatale et d'une extrême beauté. Au final, les figures royales au cinéma sont plus proches des clichés que du réalisme, surtout quand les films sont produits par des sociétés républicaines qui souhaitent maintenir une image d'Épinal de la royauté. Mais il est plus compliqué de s'éloigner des clichés et des images communes quand il s'agit de l'Antiquité, car les sources disponibles sont minimes comparées aux autres époques. De même, l'Antiquité, en tant qu'époque la plus éloignée de la nôtre, répond à une sorte d'autre réalité, de monde merveilleux, au mélange d'événements épiques n'ayant pas vraiment existé. Il semble alors beaucoup plus facile de prendre des libertés vis-à-vis de l'Antiquité qui devient une véritable époque spectacle dont les spectateurs sont très demandeurs car elle permet une véritable évasion visuelle. Mais la véritable question concerne la possibilité pour un film historique de ne comprendre aucune erreur, puisque comme pour l'écriture de l'histoire, le cinéma répond à des codes précis et à une éthique qui le distingue du film documentaire. Donc finalement, l'erreur n'est-elle pas inhérente au cinéma, d'autant plus que l'histoire et les événements sont beaucoup trop étendus dans le temps et dans l'espace pour être retranscrits à l'écran. Et il est complètement impossible également de traduire par l'image des concepts historiques abstraits. Donc l'histoire filmée ne peut pas échapper au travail de l'invention, mais l'invention ne constitue-t-elle pas l'essence même du cinéma ? D'autant plus que la subjectivité du réalisateur est inexorablement à prendre en compte par le message que celui-ci aspire à faire passer, le montage et la musique extra-diégétique. Si le cinéma est bien un outil de la vulgarisation historique, il ne faut pas le confondre avec l'histoire elle-même. Les films historiques ne sont pas adressés aux historiens, mais à un large public pour le distraire tout en l'informant. Mais dans une société qui entretient le culte de l'image et à la lumière des études historiographiques disponibles au moment de la production d'un film historique, le film historique ne doit-il pas systématiquement respecter un souci de véracité pour éviter d'en créer une représentation falsifiée ou obsolète de l'histoire dans la mémoire des spectateurs, afin de devenir un média, un tremplin vers la connaissance et l'intérêt pour une époque, et non pas un repoussoir comme avec L'homme au masque de fer et Marie-Antoinette, tout en gardant sa part de divertissement ?